Bonjour, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 août 2026. Et avant de commencer cette émission, permettez-moi de vous rappeler de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est ma deuxième émission réalisée aux États-Unis où j'ai eu le plaisir d'assister à la convention du Mead 766 Law Center, ici à Chattanooga. Je passe un excellent moment ici. J'ai retrouvé de bons vieux amis, Robert Barnes, bien sûr qui nous accueille, Jim Webb, Daniel Davis, Larry Johnson et beaucoup d'autres. Et je suis ravi de dire que je me suis aussi fait de très nombreux nouveaux amis, des gens qui ont été extrêmement chaleureux, accueillants et gentils avec moi. Et je leur en suis reconnaissant. Et dans l'ensemble, j'ai passé un merveilleux moment ici. Je tenais simplement à le dire au début de cette émission. Bon, cette émission est elle aussi contrainte par le temps, car dès qu'elle sera terminée, je retournerai au centre des congrès pour participer à d'autres activités. Je vais donc revenir directement au sujet de fond. Et une fois encore, je vais me concentrer surtout sur le conflit en Ukraine. Cette nuit, l'Ukraine a subi de nouvelles attaques russes de missiles et de drones. Apparemment, une grande centrale électrique de la région de Sumy a été mise hors service à la suite d'attaques russes. Il y a eu d'autres attaques russes dans toute l'Ukraine. J'ai l'impression que le niveau des attaques aujourd'hui n'a pas été aussi concentré sur Kiev que les jours précédents, ni de l'ampleur de l'attaque qui a eu lieu il y a quelques jours. Mais il y a un endroit où l'intensité des attaques ne faiblit absolument pas. C'est Odessa et les ports de la mer Noire. De nouveaux rapports font état de nouveaux navires attaqués près de la côte ukrainienne de la mer Noire ou dans les différents ports de Mykolaïv, d'Odessa et ailleurs. Comme le professeur John Mearsheimer l'a très justement dit, l'Ukraine est devenue de fait un pays enclavé. Elle n'est plus en mesure de mener du commerce maritime. On n'a aucun écho indiquant que les Ukrainiens aient réellement commencé à tenter sérieusement de réacheminer une partie de leur commerce via la Roumanie, par Constanța. J'ai le sentiment que les armateurs occidentaux, deviennent très nerveux à l'idée de charger des cargaisons ukrainiennes à Constanța, comme dans les ports de la mer Noire eux-mêmes. Et il s'est produit autre chose hier ou la nuit dernière. Une nouvelle attaque russe majeure a visé le pont de Zatoka, qui relie Odessa à la Roumanie et dans une certaine mesure à la Pologne, ainsi qu'au réseau de transport routier de l'Union européenne. Or, les Russes ont tenté à de nombreuses reprises de mettre ce pont hors service et de le détruire. Jusqu'ici, tous leurs efforts ont échoué. Apparemment, pour une raison ou une autre, c'est une cible difficile à neutraliser complètement. Et je soupçonne que c'est notamment parce que jusqu'à présent, les Russes n'ont pas engagé la puissance de feu qui serait nécessaire pour réellement démanteler ce pont. Il semble s'agir d'une immense construction soviétique typique de cette époque. Autrement dit, elle est conçue pour résister à des dégâts considérables, mais aussi pour pouvoir être rapidement remise en état. Et fait intéressant, les Russes n'ont jusqu'à présent pas utilisé contre ce pont certains des missiles très puissants dont ils disposent dans leurs arsenaux. Ils n'ont pas utilisé de missiles Kinjal, Tsirkon ou Iskander, qui, je le soupçonne, seraient tous à portée. Et ils n'ont évidemment pas utilisé les missiles Orekhnik, encore bien plus gros. Il y a eu une attaque contre le pont à l'aide de bombes FAB. Mais, d'après ce que je peux comprendre, elles ont été lancées à la limite extrême de leur portée. Et même si elles semblent avoir causé certains dégâts, elles n'ont là encore pas réussi à démanteler complètement ni à détruire le pont. J'ai maintenant l'impression que la frappe de la nuit dernière
elle aussi menée avec des missiles tactiques et des drones, n'a pas non plus détruit complètement le pont. Mais elle a causé des dégâts considérables. Le pont est actuellement hors service et fait l'objet de réparations. Donc, bien sûr, inévitablement, cela va ajouter une pression énorme sur l'ensemble du système de transport dans l'ouest de l'Ukraine. Et là encore, sur la capacité de l'Ukraine à exporter et à importer des marchandises. Les marchandises qui arrivent de l'ouest et qui sont acheminées en Ukraine via Odessa doivent passer par ce pont. Et ce pont a manifestement aussi été utilisé par les Ukrainiens pour livrer des marchandises depuis Odessa même. Je comprends qu'une partie des marchandises que l'Ukraine elle-même fournit à Odessa doit également emprunter ce pont. Donc dans l'ensemble, c'est une crise majeure pour les Ukrainiens et pour l'Ukraine. Pour le dire simplement, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que les Russes ne détruisent entièrement ce pont, en le mettant dans un état où il ne pourra pas être réparé rapidement. Je pense que le moment où cela va se produire approche progressivement. Ici, on peut peut-être à nouveau comparer la situation avec la Crimée. Les Ukrainiens ont déployé beaucoup d'efforts pour couper complètement l'accès de la Russie à la Crimée, pour isoler et bloquer la Crimée. D'ailleurs, ils essaient de le faire depuis 2014, lorsque la Crimée a rejoint la Russie, ou a été réunie à la Russie, ou a été annexée par la Russie, selon le terme que vous préférez. Ils ont coupé l'approvisionnement en eau, ils ont coupé les liaisons routières. Après 2022, lorsque les Russes ont établi le corridor terrestre vers la Crimée, ils ont attaqué les routes menant à la Crimée et les lignes ferroviaires vers la Crimée. Il y a eu les importantes attaques de drones sur l'autoroute de Novorossiysk, qui ont attiré tant d'attention il y a quelques semaines. Et bien sûr, il y a eu de très nombreuses tentatives ukrainiennes pour démanteler et détruire ou sérieusement endommager le pont de Crimée. Ce pont relie la Crimée à la Russie continentale. Les Russes l'ont construit entre 2014 et le début de l'opération spéciale en 2022. Or, aucune de ces tentatives n'a totalement réussi. La Crimée continue de faire l'objet de multiples frappes de drones ukrainiens. Cet été, les coupures d'électricité en Crimée ont été fréquentes. Il y a aussi eu des pénuries de carburant, mais il n'y a jamais eu de pénurie totale de fournitures essentielles. Il n'y a jamais eu de pénurie alimentaire, et l'eau n'a jamais été totalement coupée. Il ne s'est rien passé en Crimée qui pourrait contraindre les autorités russes, par exemple, à organiser une évacuation massive de la péninsule. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué récemment, les Russes semblent avoir sécurisé l'autoroute de Novorossiysk. On n'entend plus beaucoup parler d'attaques de drones sur cette route. Et le gouverneur de la région concernée en a fait état à Poutine il y a environ une semaine. Quant aux lignes ferroviaires vers la Crimée, celle du corridor terrestre, elles semblent bien fonctionner. Et bon, je comprends qu'il y ait eu des blocages ou des retards sur le pont de Crimée, mais il reste intact et continue de fonctionner. Les approvisionnements destinés à la Crimée continuent donc d'y transiter. Tout cela n'a pas pour but d'ailleurs de minimiser les problèmes très difficiles que subissent les habitants de Crimée, qui se trouvent en première ligne des attaques ukrainiennes, des attaques de drones. Il me semble que, avec la population de la région de Kherson sous contrôle russe, ce sont de très loin ceux qui traversent la période la plus difficile parmi les habitants de, disons, la Russie élargie en ce moment durant cet été. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel est que la Crimée n'a jamais été entièrement isolée de la Russie, malgré diverses affirmations et divers articles en ce sens parus dans les médias occidentaux. Aujourd'hui,
On ne peut pas dire qu'Odessa était isolée du reste de l'Ukraine. Mais nous commençons à nous rapprocher de plus en plus de cette situation. To move closer and closer to that direction. Shipping access to Odessa and the Black Sea ports. L'accès maritime à Odessa et au port de la mer Noire a pris fin, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Il faut être un capitaine très imprudent pour tenter aujourd'hui d'emmener son navire à Odessa. Et chaque fois que cela arrive, je n'ai désormais aucun doute, il transporte des fournitures militaires essentielles. C'est quelque chose qui a été organisé par les autorités ukrainiennes et l'Occident. Car je ne peux pas imaginer qu'un armateur civil ou le capitaine d'un navire marchand, sans parler de leurs assureurs, accepte d'envoyer son navire dans des eaux aussi dangereuses. Les Russes affirment avoir touché ou détruit 80 navires dans la zone des ports ukrainiens de la mer Noire. C'est un nombre de navires bien plus élevé que ceux qui ont été endommagés ou détruits par les Iraniens dans le golfe Persique ou près du détroit d'Ormuz. Je dis ça comme ça. Et ce chiffre de 80, soit dit en passant, concerne le seul mois de juillet. Donc Odessa est essentiellement coupée du transport maritime. Et les liaisons routières et ferroviaires sont elles aussi de plus en plus touchées. On voit la destruction massive qui se poursuit, des locomotives, ce qui doit exercer une pression croissante sur le réseau ferroviaire. Nous avons entendu de nombreux témoignages sur les attaques et la destruction de stations-service dans le centre et l'est de l'Ukraine. Même si j'en entends moins parler concernant Odessa, je suis convaincu que la même chose s'y produit aussi. Je comprends également que les liaisons routières vers Odessa deviennent elles aussi plus dangereuses. Et jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont jamais réussi à détruire ou à endommager gravement le pont de Crimée. Les dégâts les plus importants ont été causés par une bombe placée sur le pont en 2022. Elle a mis hors service l'une des 4 voies routières qui traversent le pont. Mais cela n'a pas entraîné sa fermeture complète. Le pont de Chonar, dont je viens de parler, a subi des attaques bien plus répétées. Et il semble que, progressivement, nous approchions du jour où, comme je l'ai dit, ce pont en particulier sera détruit. Le pont de Chonar n'est pas la grande structure massive et photogénique construite au-dessus d'un détroit maritime, comme l'est le pont de Crimée. Les médias occidentaux n'en parlent jamais. Pourtant, sur le plan logistique, c'est extrêmement important pour l'Ukraine. Et si cela est détruit, ce sera aussi un coup très dur pour l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, ces attaques se poursuivent. Et l'offensive terrestre russe continue également. Depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai pas pu suivre tous les détails. Mais j'ai compris que, depuis mon émission d'hier, une autre localité, appelée Olgovka, a été prise par les Russes dans le Donbass. Selon Marat Khairoulin, elle se trouve sur la rive est de l'Oskol. Je pense qu'elle est dans le secteur de Borova, sur l'Oskol, à une certaine distance au sud de Kupiansk, où les combats ont été intenses. Les Russes semblent tenter progressivement d'encercler un groupement ukrainien qui, selon Poutine, il y a quelque temps, comptait environ 5000 hommes. Selon Khairoulin, la prise d'Olgovka rapproche le moment où cela va se produire. Mais je ne peux pas prétendre connaître grand-chose aux détails ici. Les Russes ont aussi fait état de nouvelles avancées dans les régions de Kharkiv et de Sumy. Et Khairoulin, pour mémoire, a également présenté un compte-rendu très détaillé des événements qui se déroulent dans l'est de la région de Zaporizhia. Là-bas, comme je l'ai dit dans mon émission hier, les Russes viennent de prendre le village de Lyubimovka, un village important. La guerre au sol se poursuit donc. La pression sur l'Ukraine continue. Les Ukrainiens poursuivent leur propre offensive de drones. Je crois comprendre que, soit la nuit dernière, soit celle d'avant, ils ont de nouveau lancé environ 1000 drones contre la Russie. Là encore,
les dégâts causés semblent avoir été relativement limités, compte tenu du nombre de drones utilisés. Given the number of drones used, Zelensky claimed that 3 refineries Zelensky a affirmé que 3 raffineries de pétrole avaient été touchées. Je n'ai rien vu sur les plateformes russes qui le confirment. En revanche, les Russes reconnaissent que, dans une région de Russie, en Russie centrale, une attaque de drone a touché, ou plutôt atteint, ce qu'ils appellent une installation industrielle. Ils disent que tous les drones ont été abattus, que les débris de l'un d'eux sont tombés et ont provoqué un incendie, rapidement maîtrisé. Cela dit, quand j'étais en Russie, j'ai perçu un certain cynisme. J'ai entendu des commentaires cyniques à propos de l'expression « débris de drone ». Des gens disaient que les autorités russes l'utilisent comme euphémisme pour dissimuler des frappes de drones ukrainiens qui ont réussi. Et c'est peut-être effectivement le cas. Donc, quand les Russes parlent de débris de drone, ils veulent peut-être dire qu'il s'agit en réalité d'une frappe de drone. Je le dis simplement. Mais bon, je n'en suis pas sûr. Je n'y suis pas. Je ne sais pas. Globalement, le ministère russe de la Défense fait état d'une nouvelle attaque de drones, au cours de laquelle les Russes auraient réussi à abattre la grande majorité des drones lancés par les Ukrainiens, et où les dégâts auraient été relativement limités. Je vais devoir me faire une idée plus précise de cette attaque de drone après mon retour à Londres demain. C'est donc tout ce que je dirais sur cette attaque. À présent, apparemment, les Ukrainiens ont attaqué ou tenté d'attaquer davantage d'entrepôts de Wildberries. Et cela a suscité des commentaires de la part de la propriétaire et directrice générale de Wildberries, l'impressionnante femme d'affaires russe Tatiana Kim. Quoi qu'il en soit, Tatiana Kim a fait un certain nombre d'observations. Tatiana Kim has made a number of observations. She said that the attack Elle a déclaré que l'attaque contre les entrepôts, l'attaque ukrainienne contre les entrepôts, visait des personnes purement civiles. Elle a catégoriquement démenti que Wildberries soit impliqué, de quelque manière importante que ce soit, dans l'opération militaire spéciale. Et elle affirme que ce que fait Wildberries et ce qu'elle vend ne diffère fondamentalement en rien d'Amazon ou de n'importe quel autre site de commerce en ligne dans le monde. Elle explique que les dommages subis par les petits entrepreneurs qui vendent leurs produits via Wildberries ne sont couverts ni par les assurances, ni par les politiques de remboursement de Wildberries, puisque, résultant d'une action militaire, ils ne relèvent pas du cas de force majeure. covered by the doctrine of force majeure. In other words, it is something that is so wholly Autrement dit, c'est quelque chose qui échappe totalement au contrôle de Wildberries. Wildberries ne peut donc pas en être tenu responsable et n'en est pas juridiquement responsable. Je pense d'ailleurs que sur le plan juridique, elle a tout à fait raison. Mais je comprends les responsables russes. Peskov a expliqué que Wildberries, manifestement avec l'aide du gouvernement russe, est en train d'essayer d'apporter un soutien financier à certains de ces petits entrepreneurs. Tatiana Kim a déclaré que bon nombre de ces petits entrepreneurs ne se trouvent pas uniquement sur le territoire russe. are not just located on Russian territory. They come from all over the world. Ils viennent du monde entier, notamment des États d'Asie centrale, des États du Caucase et de Chine. Et ces attaques contre les entrepôts de Wildberries sont au fond aussi des attaques contre eux. Elle a déclaré que, dans la plupart des cas, Wildberries avait réussi à prévenir les attaques et à repousser celles visant ces entrepôts. Elle n'a pas expliqué comment. Mais cela laisse forcément entendre qu'un certain type de système de défense aérienne est en train d'être mis en place pour protéger les entrepôts de Wildberries. Et surtout, elle affirme que Wildberries a toujours été capable de surmonter tous les défis et qu'elle continuera à réagir et à réussir à surmonter celui-ci. And succeed in overcoming this challenge. And it has already rerouted its logistics. Et elle a déjà réorganisé sa logistique, sa chaîne logistique,
et pourra reprendre l'approvisionnement en marchandises de ses clients avec la même efficacité qu'auparavant. Or, Whiteberries est une grande entreprise et à tous égards, une entreprise extrêmement bien gérée. Mais je n'arrive pas à imaginer qu'une réorganisation aussi rapide de sa logistique ait pu se faire sans une aide directe du Kremlin. Quoi qu'il en soit, laissons cela de côté. Je pense que ce que dit Tatiana Kim est presque certainement vrai. Les attaques contre Whiteberries ont certes porté un coup et ont évidemment considérablement perturbé le commerce en ligne russe. Mais tout cela sera effectivement résolu, probablement en 1 ou 2 semaines tout au plus. De la même manière que les Russes ont pu réagir aux pénuries de carburant et aux attaques contre les raffineries, l'immense système russe de commerce en ligne pourra réagir aux attaques contre ces entrepôts de Whiteberries. J'ai lu les propos d'un haut responsable russe de l'économie. Il disait que, même si les attaques contre Whiteberries ont sans aucun doute eu des conséquences négatives pour beaucoup de petits entrepreneurs à travers la Russie, et qu'elles ont causé beaucoup de désagréments à de nombreuses personnes, statistiquement, elles seront à peine perceptibles dans les performances globales de l'économie russe. Et je ne doute pas non plus que ce soit vrai. I have no doubt that that is true also. Anyway, another thing to say about these attacks is that Une autre chose à dire au sujet de ces attaques, c'est qu'elles provoquent à nouveau les Russes à prendre des mesures de rétorsion. Depuis quelque temps, ils attaquent des entrepôts exploités par le service postal ukrainien, Nova Pochta. Mais ils s'en prennent désormais aussi à des entrepôts gérés par des groupes de commerce en ligne, eux aussi actifs en Ukraine. Je ne sais pas à quel point le commerce en ligne est ou a été développé en Ukraine. Mais de même que les Ukrainiens attaquent des entrepôts appartenant à Whiteberries, les Russes commencent maintenant à attaquer des entrepôts exploités par des entreprises ukrainiennes de commerce en ligne ou par des entreprises de commerce en ligne, Amazon, à ma connaissance, qui opèrent en Ukraine. Là encore, il y aura une différence. Car les Russes disposent de l'organisation et des ressources nécessaires pour s'adapter à ces changements, mettre en place de nouvelles routes logistiques, renforcer la protection des entrepôts et remettre leur système de commerce en ligne sur les rails. L'Ukraine, à l'heure actuelle, soumise à une pression insupportable et avec des ressources financières massivement surexploitées et étirées à l'extrême, ne pourra tout simplement pas le faire. Une fois de plus, les Ukrainiens ont fait quelque chose qui a provoqué des représailles contre eux. Et ces représailles vont être bien plus dévastatrices que ce que les Ukrainiens ont eux-mêmes fait. Pour terminer ce tour d'horizon de ce qui se passe dans le conflit ukrainien, les médias russes commentent désormais beaucoup le système Rassvet, l'équivalent russe de Starlink. Nous avons maintenant eu 2 lancements de fusées avec des satellites Rassvet, et ils sont de plus en plus nombreux à prendre position en orbite. Les commentaires russes que je vois semblent corroborer des soupçons que j'ai depuis un certain temps. Les drones russes Geran 4, dotés d'un guidage optique et menant des frappes dans le centre de l'Ukraine, reçoivent bien des signaux d'opérateurs au sol en Russie via le système Rassvet. Exactement de la même manière que les drones ukrainiens lancés profondément à l'intérieur de la Russie reçoivent des signaux du système américain Starlink. D'après ce que je lis, la constellation de satellites existante assure en théorie une couverture complète de l'ensemble du territoire ukrainien. Il est parfois possible d'envoyer des signaux, par exemple, à un drone Geran 4 qui pourrait opérer au-dessus de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Cependant, en raison du caractère très incomplet de cette constellation, cela ne peut se produire que pendant de très courtes périodes, d'à peine 1 ou 2 heures sur chaque cycle de 24 heures.
Donc en théorie, vous pourriez lancer un drone Geran 4 depuis la Russie sur une trajectoire préprogrammée. Il pourrait atteindre l'ouest de l'Ukraine. Son arrivée pourrait être synchronisée avec le moment où les satellites Rassvet sont en position de lui transmettre des données. Et pendant, disons, l'heure à 1h30 où le drone reçoit ce signal, il pourrait être utilisé pour mener une frappe contre une cible concernée. C'est compliqué, lourd à mettre en œuvre et loin d'être idéal. Mais cela commence à prendre cette forme-là. It's starting to shape out that way, and I suspect that instances when Et je soupçonne que les cas où j'ai pu voir des drones Geran 4 attaquer des positions ukrainiennes dans le centre et l'ouest de l'Ukraine devraient plutôt être considérés comme des tests du système Rassvet, et non comme le début réel d'un programme visant à utiliser ce système pour mener des attaques, une offensive continue de drones contre l'ouest de l'Ukraine. Je dis ça comme ça. En tout cas, c'est mon impression. Maintenant, les Russes vont lancer davantage de fusées, avec davantage de satellites. Il est avancé qu'ils pourraient avoir besoin de jusqu'à 1000 satellites. Cela resterait bien en dessous du nombre total requis pour que le système Rassvet assure une couverture mondiale complète. Mais avec environ 1000 satellites de ce système en orbite, il pourrait peut-être maintenir une couverture continue au-dessus de l'Ukraine, s'il choisissait de se concentrer là-dessus. Nous approchons probablement de ce stade, mais à mon avis, pour obtenir une couverture totale de l'ensemble de l'Ukraine, avec une constellation complète de 1000 satellites, les Russes devront probablement lancer au moins 2, peut-être 3 fusées supplémentaires. De manière réaliste, cela n'arrivera pas avant l'année prochaine. C'est donc ce que je voulais dire à ce sujet. Tant que je suis sur ce thème, les Russes ont fourni des images étonnantes de drones Geran 4 frappant des navires en mer Noire. Et il a été expliqué que ces images ne proviennent pas des drones eux-mêmes. Cela vient des drones de reconnaissance Gerbera, qui sont désormais eux aussi régulièrement actifs au-dessus de la mer Noire. Ils coordonnent les frappes russes et observent les mouvements des navires. Et bien sûr, ces drones produisent des images d'une netteté cristalline. Même si je soupçonne que, dans la région d'Odessa et de la mer Noire, ils sont capables de recevoir et de renvoyer des signaux depuis des stations russes au sol, et à ma connaissance, depuis des stations embarquées sur des navires. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je voulais dire sur l'offensive de drones, sur la nature actuelle de l'offensive russe par drone. Je le répète, chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus sombre pour l'Ukraine. Et comme je l'ai également évoqué dans mon émission hier, il devient de plus en plus clair que les Américains, du moins l'administration américaine, prennent à nouveau leur distance avec le conflit. Des informations indiquent que les Américains se retirent maintenant du quartier général de Wiesbaden, en Allemagne, qui coordonnait le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. C'est depuis là d'ailleurs que, selon des articles des médias américains, les offensives ukrainiennes de 2022 à Kharkov et Kherson, ainsi que la catastrophique offensive ukrainienne de l'été 2023 en direction de la mer Noire, ont finalement été commandées. Quoi qu'il en soit, les Américains semblent se retirer de Wiesbaden. Ils disent de plus en plus que c'est aux Européens de prendre le relais et de gérer les opérations. Et bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est quasiment impossible. Les Européens ne sont pas en mesure de prendre le relais des États-Unis dans la conduite de la guerre. Et d'ailleurs, plusieurs articles des médias occidentaux, notamment britanniques, le disent clairement. D'abord, il y a un article paru aujourd'hui dans le Daily Telegraph. Il affirme qu'avec le départ de Keir Starmer du poste de Premier ministre britannique et le départ imminent d'Emmanuel Macron, le temps
est désormais compté pour la coalition des volontaires en Europe. Il y aurait soi-disant un vide de leadership. L'idée sous-jacente, c'est que Andy Burnham, le Premier ministre britannique, est bien moins enthousiaste à l'égard de la coalition des volontaires que ne l'était Keir Starmer. D'ailleurs, j'entends des récits, que je ne peux pas confirmer, selon lesquels Burnham serait en réalité beaucoup moins enthousiaste à l'égard du projet Ukraine que ne l'était Starmer. Selon ces récits, il aurait essentiellement été forcé de parler à Zelensky immédiatement après être devenu Premier ministre. Et il se serait délibérément habillé de façon décontractée lorsque Zelensky est arrivé en Grande-Bretagne pour valider la construction d'une usine de drones, afin de faire clairement comprendre son mécontentement face à cette rencontre et de le faire savoir à l'ensemble de l'establishment britannique. Et je commence à avoir le sentiment que certaines parties de l'establishment britannique s'agacent de plus en plus de Burnham, en raison de ce qu'elles considèrent comme son engagement moins que total envers le projet Ukraine. On a également la confirmation que le nouveau chancelier, John Healey, ancien secrétaire à la Défense, n'a pas réussi à obtenir de Burnham l'engagement de porter les dépenses britanniques de défense à 3% du PIB. Quoi qu'il en soit, il se peut que le volet britannique de la coalition des volontaires vacille. Mais apparemment, l'inquiétude est encore plus grande du côté de la France. Emmanuel Macron devrait quitter la scène au début de l'année prochaine. Aucun de ses successeurs potentiels, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ou quiconque défiera ces deux-là depuis le centre, ne semble moins du monde enthousiaste à l'égard du projet Ukraine. En fait, Mélenchon y est ouvertement hostile et affirme vouloir faire sortir la France de l'OTAN, même si j'ai toujours du mal à croire que Mélenchon ait une réelle chance d'être élu président de la République française. Mais il est certain que Le Pen, même si elle se conforme largement aux orthodoxies occidentales, a très peu de chances de partager l'enthousiasme de Macron pour le projet Ukraine si elle est un jour élue présidente de la France. On a donc le sentiment que la coalition des volontaires vit peut-être ses derniers jours. Et l'homme dont on aurait pu attendre, en d'autres temps, qu'il reprenne le flambeau de Macron et Starmer, et qu'il mène l'offensive en Europe en soutien au projet Ukraine, Friedrich Merz serait aujourd'hui en très grande difficulté politique. Il y a environ une semaine, l'un de ses ministres, ou plus précisément l'organisateur au Bundestag du groupe parlementaire de la CDU, un homme politique allemand assez connu nommé Jens Spahn, a été contraint de démissionner après un scandale. On a appris que, tout en s'opposant farouchement à la gestation pour autrui en Allemagne même, il organisait en privé et secrètement une naissance par mère porteuse pour lui-même et son partenaire aux États-Unis. Donc, Jens Spahn, évidemment contraint de démissionner, est un homme politique assez en vue en Allemagne. Pour mémoire, c'est aussi une figure plutôt abrasive pour toutes sortes de raisons. Et son départ a certainement fait des vagues, enfin, a bel et bien fait des vagues en Allemagne. Quoi qu'il en soit, Merz a décidé de compenser cela d'une manière ou d'une autre. Il a essayé de masquer ce scandale ou d'en détourner l'attention, ainsi que du départ de Spahn ou de sa démission forcée, en annonçant un remaniement gouvernemental. Or, je dois le préciser, c'est très inhabituel en Allemagne. Une fois qu'ils sont formés, les gouvernements allemands voient très rarement des ministres être remaniés, limogés ou changés de portefeuille. C'est complètement différent de la Grande-Bretagne, où l'on a tendance à voir un remaniement, avec tous les ministres qui changent de poste, après seulement 8 ou 9 mois de mandat. Je veux dire, en Grande-Bretagne, les remaniements gouvernementaux sont désormais presque aussi fréquents que les nouveaux premiers ministres. C'est dire.
En Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. Et étant donné que Merz n'est chancelier que depuis relativement peu de temps, on ne s'attendrait certainement pas à un remaniement à ce stade précis de son mandat à la tête du gouvernement allemand. Cependant, Merz est devenu extrêmement impopulaire. Il a d'ores pensé qu'en annonçant un remaniement à ce moment précis, cela donnerait une impression de force et de stabilité, qu'il garderait bien la maîtrise générale de la situation en Allemagne, et que cela stabiliserait d'une certaine manière la situation tout en détournant le débat de Jens Spahn. Il a donc décidé de limoger le ministre des Transports et de nommer à sa place un nouveau ministre, Fritz Günzler. C'est un homme politique plutôt moins connu en Allemagne, député au Bundestag et membre de la CDU. Fritz Günzler prendrait la tête du ministère des Transports afin de remettre de l'ordre et de régler la situation absolument désastreuse du système ferroviaire allemand, qui suscite beaucoup d'inquiétudes en Allemagne. Eh bien, cela semblait être une idée brillante. Merz a annoncé que Günzler allait prendre les commandes et qu'il allait présenter toute cette annonce, ainsi que le reste du remaniement, lors d'une conférence de presse le 24 juillet. Et puis, à 4 heures du matin, le 24 juillet, quelques heures seulement avant le début de la conférence de presse, Günzler a envoyé un message à Merz pour lui dire qu'il n'allait finalement pas accepter le poste. Il ne pensait pas être l'homme qu'il fallait pour ce poste. Son expérience est dans la finance et l'audit. Il ne connaît pas grand-chose au chemin de fer. Ce poste exige une personne ayant des compétences techniques, et Günzler ne pense pas être cette personne. Enfin, libre à vous d'interpréter cette explication comme vous voulez. Je dirais qu'il fut un temps où, en Allemagne, il allait de soi que la personne chargée de remettre les chemins de fer en ordre connaîtrait effectivement quelque chose au chemin de fer. Mais bien sûr, aujourd'hui, les choses se font autrement en Allemagne, comme dans tant d'autres endroits. Et cette fois-ci, évidemment, c'était encore différent. Ce n'est pas ce qu'a fait Merz. Lui-même issu de la finance et juriste, peut-être n'a-t-il pas pensé à nommer quelqu'un qui connaissait réellement quelque chose à cette tâche complexe et difficile. Merz s'est donc rendu, quelques heures plus tard, à la conférence de presse, censé annoncer la nomination de Günzler. Mais il a dû, à la place, admettre qu'il n'avait personne prêt à prendre le poste de ministre des Transports. Ready to take over the job of Transport Minister. My own sense, by the way, is that the real reason... À mon avis d'ailleurs, la vraie raison pour laquelle Günzler ne voulait pas prendre ce poste, c'est qu'il sent que les jours de Merz sont comptés. Il ne veut pas être associé à un chancelier qui perd rapidement en popularité et qui est sur le déclin. Quoi qu'il en soit, l'effet de ce scandale bizarre, c'est que Merz lui-même s'est retrouvé distrait. Il ne parvient pas à soutenir les partis de la CDU qui tentent de mener campagne en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne, où l'AfD est désormais en tête. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu encore de mauvaises nouvelles dans l'industrie automobile. BMW a annoncé qu'il allait progressivement réduire ses effectifs, je crois, d'environ 50 000 salariés. Et Volkswagen a annoncé une nouvelle forte baisse, d'environ un tiers de ses bénéfices. Of around a third in its profits. At the rate things are going, it is only a matter of time. Au rythme où vont les choses, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Volkswagen ne devienne une entreprise déficitaire. Quoi qu'il en soit, ce qui se dit, c'est que les militants de la CDU dans les deux Länder d'Allemagne de l'Est, où des élections approchent, disent désormais se sentir abandonnés par la direction centrale de la CDU à Berlin. Et des rumeurs circulent. Jusqu'ici, ce ne sont que des rumeurs, mais elles ont été rapportées dans les médias allemands comme britanniques. Elles disent que si l'AfD obtient des majorités absolues lors des élections dans les deux Länder, la direction de la CDU à Berlin demandera à Merz de quitter ses fonctions de chancelier.
À ma connaissance, cela ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de la République fédérale. has never previously happened in the history of the Federal Republic. Well, if things play out that way, we will Eh bien, si les choses se passent ainsi, il faudra simplement attendre et voir. Mais tout ce que je dirais là-dessus, c'est que cela ne laisse rien présager de bon quant à l'idée que Friedrich Merz prenne la tête de la coalition des volontaires, une fois que Macron et Starmer seront tous les deux partis. Quoi qu'il en soit, mettons tout cela de côté. Hier, Donald Trump, après avoir d'abord laissé entendre à tout le monde qu'il allait frapper de nouveau l'Iran avec une attaque massive, a fait ce qu'il fait toujours. Il a annulé au dernier moment, affirmant que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Les Iraniens, comme ils le font toujours, ont immédiatement nié que des négociations aient eu lieu pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Je suis sûr que c'est tout à fait exact. Le Financial Times affirme de façon bien plus plausible que les différents États arabes du Golfe Persique ont supplié Trump d'annuler l'attaque, craignant une guerre totale si elle avait lieu. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, l'attaque majeure n'a pas eu lieu. Je ne vais pas consacrer de temps à en parler dans cette émission. Cela me semble étrange, mais finalement assez habituel. C'est ce qu'on en est venu à attendre de Donald Trump et de la manière dont cette guerre bizarre dans le Golfe Persique est menée. Nous restons dans une impasse. Trump continue d'être en zugzwang. Nous verrons évidemment comment tout cela va se dérouler. Et je comprends que dans l'intervalle, en juillet, les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté d'environ 50%. Donc la situation est très difficile dans l'ensemble. Mais si nous revenons au sujet de l'Ukraine, les Ukrainiens sont soumis à une pression plus forte qu'à aucun autre moment de la guerre. Les Américains semblent prendre leur distance avec eux, et les Européens paraissent désormais de plus en plus hésitants. C'est ici que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle une fois encore que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en vous rendant sur notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. J'espère pouvoir refaire une vidéo demain avant de quitter les États-Unis. Mais pour l'instant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. I get to say, a very good day.